Le point des idées, deuxième partie, toujours avec Étienne Jarnel, le directeur du Point. Après Alain Minc, nous recevons cette semaine Rachel Kahn. Bonjour. Bonjour. Rachel Kahn, vous êtes auteure mais aussi actrice, ancienne championne d'athlétisme, juriste, co-directrice d'un centre de hip-hop, présidente de la commission jeunesse et sport de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et vous publiez Racée aux éditions de l'Observatoire, le cri du cœur d'une femme qui refuse d'être assignée à une couleur de peau et qui ne se reconnaît pas dans les nouveaux mouvements identitaires contre le racisme. Alors, ce livre est en train de devenir une référence. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez eu le nez creux. Vous avez sorti ce livre au moment où le sujet a débarqué dans le débat public. Toutes ces nouvelles idéologies identitaires. Comment est-ce que pourquoi vous y êtes intéressé à ça maintenant ? En fait, c'est pas maintenant, c'est ce que j'ai ressenti, parce qu'en fait, moi, j'ai signé ce livre à l'Observatoire il y a 2 ans. Et en fait, je sentais des crispations, et notamment dans mon métier, qui est le métier de la création, avec certains artistes. Donc, qui normalement, c'est quand même des endroits où on a une liberté de parole, et c'est une nécessité pour pouvoir créer sur des chemins vraiment inexplorés. Et je sentais que même sur ce champ-là, il y avait des crispations. Et je me suis dit, si nos artistes ne sont plus capables de créer en liberté, alors c'est que vraiment, là, on commence à être foutus sur ces crispations identitaires, en fait. Alors, racé par opposition à racisé, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce mot qui est devenu très à la mode, racisé ? Et qu'est-ce que vous entendez avec ce titre, racé ? Déjà, racé, c'est une liberté. C'est-à-dire que je choisis de me définir racé, c'est-à-dire en ayant plein de races en moi. Je me permets de rajouter une définition au dictionnaire, de dire, voilà, quand on est juive, noire, femme, on est racé. Et puis évidemment, c'est en opposition avec de l'humour, parce qu'on sait à quel point l'humour est important aujourd'hui, et qu'il faut le protéger, exactement, à l'opposition à ce mot qui est racisé, qui est donc une injonction qui vous stigmatise sur la couleur de votre peau, qui met en lumière en fait de vous simplement votre race, et qui est complètement essentialiste en fait. C'est-à-dire que de naissance, vous êtes racisé. Ce qui n'est pas la même chose que la racialisation, qui est un processus de discrimination. Lorsque vous vivez une discrimination, j'ai dit, voilà, à un moment donné, dans le bus, j'ai été racialisée. Et les gens n'arrivent pas à comprendre cette distinction, qui est une nuance, et qui est... Voilà, c'est toujours cette histoire de nuance et de complexité qu'on a du mal à faire passer aujourd'hui, entre racisé, qui vous met dans cette case-là, et le processus de discrimination. Et moi, évidemment, en tant que femme engagée avec la LICRA, j'avais besoin à la fois de réinterroger la gauche sur ces questions-là, et à la fois vraiment de libérer ma parole sur ces batailles contre les discriminations qui ne me vont pas du tout. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous citez assez souvent le Larousse, ou alors d'ailleurs le Petit Robert. Vous n'avez pas de religion visiblement en matière de dictionnaire, mais c'est une affaire de mots, c'est une affaire de vocabulaire. Et c'est pour ça que je dis que c'est en train de devenir un livre de référence, parce qu'on y trouve les mots et les explications qui vont derrière, où vous parlez de vous, ou pas d'ailleurs, mais vous dites qu'il y a des mots qui divisent. Par exemple, collectif. Alors expliquez-nous, par exemple, collectif, pourquoi est-ce que c'est un mot qui divise ? Alors effectivement, je me suis dit, comme on n'arrivait plus à dialoguer ensemble, et que finalement, pour faire société, il faut bien commencer par échanger, et qu'en fait, il y avait des mots qui nous séparent et des mots qui nous divisent, en fait. Et aujourd'hui, il y a une pluralité. À chaque fois qu'on veut militer pour quelque chose, on crée des collectifs. Donc, on se crée encore des petites cases où finalement, au sein de ce collectif, si l'idée initiale est géniale, on n'a plus de liberté, en fait, de s'exprimer au sein de ces collectifs. On est obligé d'emprunter un même langage, une même pensée. Et moi, j'en ai fait l'expérience. Donc, c'est pour ça que je parlais de ce mot collectif. Il y a d'autres mots, alors afro-descendants. Ouais. Afro-descendant, c'était pour remettre un petit peu les choses en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les mouvements identitaires décoloniaux, beaucoup se disent afro-descendants, alors même que les afro-descendants, ce sont les descendants des esclaves, comme les Noirs aux États-Unis ou les Antilles, etc. Aujourd'hui, dans les luttes décoloniales, on se dit afro-descendants, alors même qu'on est juste immigrés, enfin, que nos parents ont été immigrés. Moi, je me sens européenne et africaine. Lorsque je vais voir mes tantes, je sais où elles sont. Afro-descendants. Si je me disais afro-descendant, ce serait vraiment du révisionnisme, en fait. Parce que ce n'est pas mon histoire.
Alors, il y a les mots qui divisent, il y a les mots qui vont nulle part aussi. Et puis, il y a ceux qui réparent, dites-vous. Alors, vous citez création, créolisation. Ouais. Il est intéressant ce mot de créolisation. Déjà, cette partie-là, c'est la partie la plus fondamentale. Enfin, pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais besoin. Parce qu'aujourd'hui, en fait, au fond, on a toutes les polémiques autour de l'UNEF, la non-mixité, les batailles identitaires, des gens, en fait, qui, au nom de l'antiracisme, crachent sur la France. Mais quelle est l'issue? En fait, on nous propose pas de solution, à part faire sortir notre colère et notre haine des uns envers les autres. Et donc, cette troisième partie, sur les mots qui réparent, j'ai tenté de trouver des chemins. Et j'ai eu la chance de rencontrer Édouard Glissant, donc ce grand philosophe, et qui avait justement élaboré cette philosophie de la relation, et donc avec le concept de créolisation, qui n'est pas faire un espèce de mélange, d'amalgame où disparaîtraient nos identités et nos signatures, non, qui est en fait de dessiner chaque personnalité de manière presque intime avec ses différentes racines. Et que en fait la créolisation fait révéler cette identité liberté, cette identité plurielle. Et donc c'est strictement l'inverse de ce qu'on peut nous proposer avec ces identités repliées, ces identités figées dans les dogmes décoloniaux. La différence entre l'identité et la personnalité. Exactement. Et pour moi, en fait, j'aboutis sur l'ouvrage sur le mot signature. Oui, alors signature, expliquez-nous signature alors. La signature, vous, c'est votre humour, votre sourire. C'est vraiment ce qui vous caractérise le plus au-delà de ces questions d'identité, en fait. C'est vraiment votre manière de marcher, votre manière de parler. C'est en fait ce qui vous caractérise au jour le jour. La signature. Elle est à chaque fois la même et à chaque fois elle est différente. Et si on appréhendait les questions d'identité comme ça en mouvement, je pense qu'on serait beaucoup plus ouvert sur les autres. Voilà. Alors le mot minorité, qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Parce que là, on entend beaucoup ce mot minorité. Ah oui, c'est vrai. Et puis, en fait, je questionne le réel. Parce qu'effectivement, on l'entend beaucoup, mais les minorités initialement, c'était vraiment... Enfin, elles avaient le statut de minorité qui est un statut juridique afin de pouvoir les protéger. Notamment en Europe, où on a eu vraiment un morcellement de l'Europe, avec beaucoup de minorités, yougoslaves, la Bosnie, etc. Il fallait préserver ces personnes-là au nom des droits fondamentaux. Aujourd'hui, on se dit minorité, alors même qu'on entend bien qu'il y a une forme de domination aussi des minorités. Aujourd'hui, et on l'a vu ces dernières semaines avec la gauche, que la gauche a du mal à se positionner parce que les minorités mettent la pression. Et donc, en fait, je réinterrogeais ça. Et surtout, je me disais, quand même, notre vie aujourd'hui en France, oui, notre couleur de peau ou nos croyances peuvent nous faire appartenir à des minorités. Mais en tout cas, on n'est plus du tout dans la même situation que dans les années 39-40 ou bien avant. Là, vous parlez de la gauche, pardon. Anne Hidalgo et Audrey Pulvar, qui sont pourtant dans le même camp, visiblement, ont des positions qui sont très différentes. Anne Hidalgo défend un universalisme très, très carré, on va dire. Hein, et on voit Audrey Pulvar qui, sans s'aligner sur la position de l'UNEF, elle dit, mais si quelqu'un arrivait dans une réunion non mixte, il faudrait qu'elle se taise. Alors après, elle a précisé dans Le Monde sa position en disant bon, se taire en attendant et écouter en attendant de parler. Mais vous, si on prend d'ailleurs votre cas à vous, si vous arrivez dans une réunion non mixte sur les discriminations, vous faites partie des gens qui doivent se taire au début ou qui ont le droit de parler dès le début? C'est vraiment la grande question que je me pose. Alors, soit je peux aller... Est-ce que vous avez plusieurs oui, voilà. Enfin, soit je peux aller dans toutes les réunions en non-mixité, soit je peux aller dans aucune. Après, la véritable réunion en non-mixité, c'est quand on est tout seul, en fait. Là, on est devant sa glace. On est devant sa glace, on est bien, on se parle à soi-même. Parfois, on n'est pas d'accord avec soi-même. Non, mais je pense que là, il y a une mystérisation de ce débat. Il faut revenir vraiment à nos fondamentaux et surtout ne pas céder à cette pression qui ne mènent à rien, en fait. Les personnes qui... Alors, je sais qu'il y a eu des parallèles de fait. Avec les féministes. Avec notamment. Les féministes et surtout avec les alcooliques anonymes. Et je trouve que la comparaison est vraiment très intéressante. Parce que lorsqu'on est alcoolique, en fait, on est malade. Donc déjà, une couleur de peau, c'est pas une maladie.
je crois. Ensuite, ensuite, lorsqu'on est alcoolique, lorsqu'on a une addiction, en fait, on se fait mal à soi-même. Donc, en fait, on est à la fois victime, mais on est surtout bourreau. Et cette comparaison-là est très intéressante. C'est-à-dire que si l'UNEF considère que les réunions en non-mixité, pour les victimes, c'est comme les alcooliques, ça veut dire qu'il y a une partie aussi de ces réunions-là où elles s'estiment bourreaux d'elles-mêmes. Donc peut-être qu'il faut ne pas céder à cette tentation des réunions en non-mixité pour les protéger d'elles-mêmes. Et l'universalisme permet de protéger de soi-même. Anne Hidalgo, qui s'est désolidarisée, comme l'a dit Étienne, des propos d'Audrey Pulvar, vous avez également apporté un soutien sans faille lorsque vous avez été attaquée assez violemment, Rachel Kahn, par des membres de l'association dédiée au hip-hop que vous co-dirigez, La Place, après voilà, les propos que vous avez tenus dans les médias. Vos propos ne reflètent en rien les opinions des membres du conseil d'administration, ont-ils écrit dans un communiqué. Vous en êtes expliqué avec eux. Et que pensez-vous de la virulence de ces attaques? Non, mais on s'est expliqué, on a eu des échanges, effectivement. Après, ce qui était assez étrange, et je leur ai dit, ce qui est étrange, c'est cette mise en abîme, parce qu'en fait, c'est ce que je raconte dans le bouquin, cette impossibilité, à un moment donné, de dire en liberté ses opinions. C'est vécu aussi dans les universités, on en avait parlé. C'est quand même la cancel culture. J'espère qu'on pourra aboutir à un apaisement. Moi, je me suis toujours battue pour l'ensemble des politiques culturelles, en ouverture, même quand je ne suis pas d'accord avec certains artistes, je les accueille et je les accompagne, en fait. Par contre, lorsque on souligne, en fait, sa volonté de réparer la société, c'est moins bien perçu. Et là, tout de suite, on a des leçons qui sont données. Mais ça, en fait, je leur en veux pas, en fait. C'est parce qu'en fait, c'est une mouvance où le dialogue est impossible, où il faut s'insurger, où il y a une jouissance à l'humiliation. Tout ça, après, voilà, j'espère qu'on pourra retresser de belles choses. Comment est-ce que vous évaluez, vous, le niveau, l'ampleur des discriminations qui existent, parce qu'elles existent en France, du racisme ou des préjugés, il y a plusieurs degrés. On n'a pas beaucoup de chiffres parce que le comptage ethnique est interdit, les statistiques ethniques sont interdites en France. Néanmoins, on sait par l'INSEE que les descendants d'immigrés d'Afrique sont 2 fois plus souvent au chômage chez les jeunes que les descendants d'immigrés d'Europe. Ça, c'est des données de l'INSEE. Comment est-ce que vous évaluez l'ampleur de ça? Et est-ce que vous trouvez que c'est croissant ou décroissant? Ce que je trouve, c'est qu'en fait, déjà, on a beaucoup plus de chiffres qu'avant. Donc ça, c'est très intéressant pour nous permettre de lutter contre les discriminations. C'est ce qu'on fait avec la LICRA, mais c'est ce que je fais aussi avec la ministre en charge de l'égalité. Donc déjà, on a ces données, on a cette matière-là. Après, là où j'ai envie d'agir, c'est de responsabiliser chaque citoyen et chaque personne pour empêcher ces discriminations. Et en fait, je ne crois pas que les luttes actuelles qui nous crispent donnent envie à chaque citoyen de remédier à ce fléau-là. Parce qu'il faut quand même que les choses soient bien claires. Vous le dites, le racisme, il existe Bien aujourd'hui sûr. en France, bien sûr, les discriminations Ouais. également. D'ailleurs, vous en avez été Bien vous-même sûr. victime. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est très intéressant, effectivement, c'est que racer, c'était vraiment une interrogation du militantisme, en fait, à travers les mots. Voilà. Et en fait, ce qu'on me renvoie, c'est parce que je ne parle pas précisément des discriminations, parce que ce n'est pas un livre victimaire, au fond. C'est un livre où, justement, il y a de l'humour, où c'est assez joyeux. Juste, je pointe un problème qu'on n'arrive pas à avancer dans ce sens-là. Et en fait, on me renvoie, oui, mais comment ça se fait? C'est pas égalitaire. Mais ce n'est pas mon propos, c'est pas mon parti pris, en fait. Alors, dans votre livre, il y a un parti pris, c'est que vous citez énormément Romain Gary. Ouais. Alors, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a, Romain Gary? Pourquoi est-ce qu'il faut lire Romain Gary? Quelle est l'histoire? Moi, je trouve que c'est fascinant. Enfin, il est fascinant. Il est fascinant parce qu'il a interrogé dans toute son œuvre. En fait, il a fait de sa vie son œuvre. Et il a interrogé les questions identitaires dans l'artistique. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était surtout, au fond, la création, comme on disait tout à l'heure. Et lui, il a réussi, avec ses différents personnages, à se créer un autre, à jouer avec ses pseudos. Lui, il aurait pu rentrer dans toutes les réunions en non-mixité. Vous n'avez pas fait, c'est votre vrai nom, Rachel Kahn. Oui, absolument. Donc, vous n'avez pas encore pris de pseudo. Non, mais j'en avais pris un lorsque je jouais au début, lorsque j'étais comédienne, où je m'appelais Nina Gary, justement. Parce que j'avais décidé que Gary, ça avait déjà été pris comme pseudo. Et donc,
comme on est dans une ère où il ne faut pas gaspiller, donc j'ai recyclé un pseudo, voilà, qui était le sien. Vous Ouais. citez beaucoup d'écrivains, Nerval, Césaire, Glissant, Lacan. Donc visiblement, vous avez été un peu façonné par les livres. Vous parlez de votre père polyglotte qui a appris le français avec L'étranger de Camus en annotant et en mettant des définitions dans la marge. Est-ce que ça vous inquiète ce que pointe Gérald Bronner dans son dernier livre Apocalypse cognitive, cette civilisation des écrans, du numérique qui détruit l'attention et peut-être nos cerveaux? Lui, il est très pessimiste. Est-ce que vous êtes pessimiste et vous pensez que les gens lisent moins? Est-ce que ça vous inquiète, cette tendance-là? Ouais, ce qui m'inquiète, c'est pas simplement les écrans, en fait, c'est le rétrécissement du langage, le rétrécissement des mots. Je pense que les gens lisent. Bon, on voit quand même les gens. Les librairies marchent pas si mal. Voilà, Les c'est livres ça. se vendent pas si mal. Oui, exactement. Les éditeurs se plaignent, Oui, mais ça se vend pas si mal. voilà. Mais le truc, c'est par rapport à la jeunesse, en fait, qui ne trouve plus les mots. Et comme de toute façon, comme nous tous, on a certaines peurs, certaines colères, une forme d'impuissance, quand ça sort mal, on passe tout de suite à de la violence. Moi, il y a certaines personnes avec qui je ne peux pas débattre, par exemple, parce qu'elles n'ont pas les mots, elles n'ont pas la complexité que pourraient leur offrir certaines lectures. Et donc, tout de suite, l'argument, c'est un scandale. Alors là, on s'insurge et la conversation est finie. Et voilà, c'est ça qui m'inquiète. C'est les conséquences, en fait, alors même qu'on a une richesse dans la littérature, et notamment française, avec une langue qui est tellement riche qu'il faudrait garder et militer pour cette bibliodiversité. Quel regard vous portez sur la culture hip-hop? Puisque je disais tout à l'heure, vous co-dirigez ce centre culturel hip-hop parisien. La culture hip-hop qui est une culture des mots, pourtant, et qui est aussi intimement liée à la lutte antiraciste. Le rap s'est construit là-dessus aux États-Unis et puis en France, qui est la deuxième patrie du hip-hop. On rappelle quand même que le rap, c'est la première musique écoutée en France. 80% des jeunes écoutent du rap. En fait, ce qui est génial avec le hip-hop, c'est effectivement cette créolisation, cette émulation, cette diversité aussi des esthétiques dans le hip-hop. Et puis en plus, il y a de la danse, du DJing, du rap, aujourd'hui de plus en plus de films, l'audiovisuel qui se met en fait dans la mouvance hip-hop. Alors effectivement, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'on le voit bien au niveau des textes, au niveau de l'engagement. Il y a un rap qui est aujourd'hui beaucoup plus commercial, on va dire, et puis un autre beaucoup plus indé, avec de la recherche. Moi, ce que j'essaie d'insuffler, c'est toujours d'accompagner les artistes avec les mots, et surtout qu'ils ne se laissent pas emprisonner par les dogmes et qu'ils restent libres de leur engagement artistique. Voilà. Alors, la culture hip-hop, d'après vous, elle est vraiment très, très implantée en France. C'est vrai que les vieux comme moi ont commencé avec NTM. C'est vrai, quand je suis allé à un concert d'NTM il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que je voyais beaucoup de gens qui arrivaient dans des scooters à 3 roues avec des costards à rayures et qui probablement venaient directement de la Défense. Donc ça, c'est quand même institutionnalisé beaucoup. Oui, beaucoup. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a conjugué un mouvement qui était quand même un mouvement qui a 40 ans, mais de la rue, et comment on l'institutionnalise, donc comment il doit rentrer dans certains murs, mais tout en restant un mouvement, en fait. Et c'est ce petit truc-là qu'on a à réaliser à la place. C'est-à-dire comment on entre dans les politiques culturelles nationales, tout en restant un peu le caillou dans la chaussure de la culture. Sur les questions sociales, Rachel Kahn, est-ce que vous avez le sentiment que ces débats sur l'identité ont remplacé aujourd'hui les débats sur la question sociale? C'est ça qui est dommage. Enfin, c'est ça qui est heurtant. Enfin, en plus, dans le contexte sanitaire, économique, même environnemental, que le buzz se fasse sur des questions de réunions en non-mixité, alors qu'on a toute une partie de la population qui est quand même en détresse, c'est presque malhonnête, en fait. Mais de la part de nous tous, on a tous notre responsabilité là-dedans. Et c'est vrai que peut-être que finalement, si on arrivait à remettre ces questions-là à l'ordre du jour... La lutte des classes plutôt que la lutte des races. Voilà, ça serait peut-être mieux là. Est-ce que c'est pas dû à une société de
de caste, d'une société de statut, où finalement, que ce soit le statut des fonctionnaires d'un côté, les CDI d'un côté, est-ce que Macron, c'est pas un peu son échec de ne pas avoir donné de l'air? Il parlait d'émancipation. Sa réforme du marché du travail, elle était pour ça. Est-ce que c'est pas l'un des échecs de ce quinquennat de ne pas avoir ouvert les vannes de la mobilité sociale? Oui, alors dans ce quinquennat, il a été quand même très lourdement perturbé à différentes... Oui, il y a eu les gilets jaunes. Voilà, le Covid, bon, voilà. Mais effectivement, pour ces questions-là, enfin, moi, je vois le temps que j'ai mis pour tenter d'écrire une pensée, en fait. Là, il y a une urgence politique d'arriver à se poser, à regarder le réel, à regarder vraiment ce qu'on a à faire, parce qu'on est tellement perdu dans ce brouhaha, dans les buzz, dans les questions d'identité, qu'on n'arrive plus à avoir un recul sur ce qu'il faudrait faire. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? En fait, il faudrait réussir à conjuguer et à rétablir des interactions positives, selon moi, entre l'économie, la culture, l'environnement, les questions sociales, les questions sanitaires. Chose qui, aujourd'hui, me dérange beaucoup, c'est qu'on reste, malgré tout, chapitre par chapitre, extrêmement cloisonné. Et comme on est en perte de repères, on se raccroche à notre case. Là, ce qui est en train de se passer... À l'identité, donc. À l'identité, c'est ça. On a une question qu'on pose de manière rituelle à tous nos invités. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Il y a des gens qui voient les années folles revenir après la crise du Covid, d'autres qui voient plutôt l'affrontement. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Movida ou guerre civile? Movida. Movida, mais vraiment, il faut qu'on se bouge, quoi. Vraiment, mais chacun. Moi, j'espère avec ce livre d'impulser j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, en fait, à parler de l'universalisme, de la République, de la laïcité. Vous sentez seul aujourd'hui? J'ai eu énormément de soutien d'artistes hip-hop, de personnalités qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit tous ensemble à parler de ça. Et pas qu'on ait peur de s'exprimer sur nos fondamentaux. Et vous avez envie de rester optimiste? Oui. Et puis de rire, et puis toujours avec l'humour et tout ça. Oui, bien sûr, on va rester optimiste. Merci beaucoup, Rachel Kahn. Merci à vous. Merci infiniment. Racé, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été notre invitée cette semaine, Rachel Kahn. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À dimanche prochain.